Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les matinales de KPMG. Nous sommes enchantés de vous retrouver en ce mardi 1er avril 2025 pour vous présenter l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène et bonjour à toutes et à tous. Au fil du temps, Laurent, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Oui Hélène, rançongiciel, vol de données, blocage de l'activité, atteinte à la réputation se sont démultipliés au cours de ces dernières années au sein des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Le contexte géopolitique, troublé depuis la guerre en Ukraine, a d'ailleurs accru cette fâcheuse tendance. Pour répondre à ces cybermenaces, l'Europe s'est dotée de nouvelles réglementations destinées à rehausser la sécurité informatique au sein de l'Union. Des textes que la France est d'ailleurs en train de transposer. Dans le dossier du mois, nous dresserons un panorama des cybermenaces, de la régulation et des bonnes pratiques en matière d'hygiène informatique avec notre invité Vincent Marais, associé KPMG, responsable des offres cybersécurité et protection des données personnelles. Mais avant cela, Laurent, commençons, si vous le voulez bien, avec le journal de la rédaction. Deux titres aujourd'hui seulement à la une. Dans l'actualité comptable, tout d'abord, des discussions de place ont statué sur la comptabilisation de deux mesures phares contenues dans la loi de finances pour 2025, à savoir la contribution exceptionnelle à l'IS et la taxe sur réduction de capital par annulation d'actions. Ensuite, dans l'actualité extra-financière, la Haute Autorité de l'Audit a publié un avis relatif à la mission du commissaire aux comptes bleu sur les informations de durabilité. Et puis, à la fin de ce journal, comme toujours, nous vous prodiguerons nos recommandations de lecture et d'écoute. Commençons avec l'actualité comptable en lien avec l'actualité fiscale. La loi de finances pour 2025 est entrée en vigueur le 15 février dernier, après un parcours législatif tumultueux. Aujourd'hui, nous souhaitions revenir, Laurent, sur la comptabilisation de deux mesures phares contenues dans ce budget 2025. Tout à fait Hélène. Suite à l'entrée en vigueur de la loi de finances, des discussions de place ont eu lieu pour statuer sur la comptabilisation de la contribution exceptionnelle à l'IS des grandes entreprises et de la taxe sur les réductions de capital par annulation d'actions. Ces discussions ont abouti à un consensus sur le traitement comptable IFRS à retenir il y a quelques jours. Et que dit ce consensus ? Commençons peut-être d'abord par la contribution exceptionnelle à l'IS des grandes entreprises. Oui, cette contribution exceptionnelle, effective pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, entre dans le champ d'IS 12. Avant toute chose, je rappelle à nos auditeurs que l'assiette de la contribution est égale à la moyenne de l'IS 2024 et de l'IS 2025. Ainsi, dans les comptes intermédiaires IFRS d'une société ayant un exercice qui coïncide avec l'année civile, le montant de la contribution basé sur l'IS de l'exercice 2024 devra être pris en intégralité dans les premiers comptes intermédiaires suivant la promulgation de la loi de finances, c'est-à-dire souvent les comptes semestriels clos le 30 juin 2025. Quant à la quote-part de la contribution basée sur l'IS de 2025, elle devra être estimée et comptabilisée via le taux effectif d'impôt. Notons qu'en cas d'exercice décalé, la situation peut être plus complexe et devra être analysée au cas par cas. C'est très clair. Qu'en est-il maintenant de la comptabilisation de la taxe sur les réductions de capital par annulation d'actions consécutives à leur rachat ? Alors, en réalité, ce n'est pas une taxe, mais deux, qui sont ainsi mises en place sur les réductions de capital par annulation de titres achetés. L'une temporaire, rétrospective, applicable à l'ensemble des opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. Et l'autre, pérenne, applicable à chaque opération réalisée à compter du 1er mars 2025. En sont redevables les sociétés qui ont leur siège social en France et qui ont réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 1 milliard d'euros. Le montant de la taxe pérenne est fixé à 8% de la somme constituée par le montant nominal de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de prime liée au capital. Dans les comptes consolidés IFRS, en l'absence de texte indiquant clairement une comptabilisation en résultat, il est acceptable de comptabiliser la taxe en capitaux propres. Cette taxe, entrant dans le champ d'IFRIC 21, doit donc donner lieu à la comptabilisation d'une dette à la date d'annulation des actions. Enfin, s'agissant de la taxe temporaire, celle-ci est déterminée selon des modalités proches, dont notamment un taux fixé à 8%, et généralement, la taxe doit être comptabilisée au 28 février 2025. Et en ce qui concerne le traitement comptable dans le référentiel français ? Les discussions sont toujours en cours à l'ANC. Il n'est pas exclu que l'autorité se prononce également sur ces deux sujets dans les prochains jours.
Nous vous tiendrons informés, bien entendu, de l'évolution de ces discussions. Quoi qu'il en soit, pour être tout à fait complet sur ce sujet de la loi de finances pour 2025, nous vous recommandons vivement d'écouter d'ores et déjà les fiscales de KPMG diffusées le 5 mars dernier. Vous retrouverez cette émission dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Poursuivons avec l'actualité extra-financière. La Haute Autorité de l'Audit a publié, fin février 2025, un avis relatif à la mission du commissaire aux comptes bleu sur les informations de durabilité, un avis qui complète ses lignes directrices d'octobre 2024. Ma question sera très simple et très directe. Laurent, pourquoi cet avis intervient-il maintenant ? Ma réponse sera aussi très simple et très directe, tout simplement parce que l'autorité n'avait pas abordé dans ses lignes directrices d'octobre 24 les travaux à accomplir par le commissaire aux comptes bleu sur les informations de durabilité incluses dans le rapport de gestion. Elle a donc été sollicitée pour le faire. Par cet avis, je comprends que l'autorité précise les choses, mais sur le fond, que dit cet avis ? Sur le fond, cet avis précise que pour les informations en matière de durabilité qui sont significatives au regard des comptes et qui peuvent être directement rapprochées des comptes, le CAC bleu doit vérifier leur concordance avec ces comptes. Il doit également déterminer si des inexactitudes significatives existent à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit. Et enfin, le CAC bleu doit rendre compte de ses conclusions sur ces 2 points dans son rapport d'audit. Dans son avis, Laurent, la Haute Autorité de l'Audit insiste également sur la nécessité, lorsque des incohérences sont identifiées, que les professionnels échangent entre eux. Vous avez raison de le souligner, Hélène. Compte tenu de la connectivité entre les comptes et l'information de durabilité, l'H2A s'attend à ce que le CAC bleu et le CAC vert se livrent chacun à une lecture attentive des informations fournies dans le rapport de gestion afin d'identifier d'éventuelles incohérences manifestes. Si de telles incohérences sont mises en évidence, l'autorité insiste sur la nécessité que ces professionnels communiquent entre eux. Ce qui relève du bon sens, mais il est toujours préférable de l'écrire dans un avis. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont aujourd'hui vos recommandations d'écoute et de lecture ? Hélène, je commencerai par les recommandations d'écoute avec 2 émissions indispensables. D'une part, Défi Gouvernance du 6 mars 2025, où nous avons réuni au micro de Radio KPMG Robert Hoffel, président de l'ANC, et Pierre Planchon, membre du directoire de KPMG en France, pour parler des premiers états de durabilité et des perspectives d'évolution de la CSRD dans le cadre des propositions Omnibus. Et d'autre part, les sociales diffusées le 28 mars dernier, qui portent sur l'égalité salariale et la directive européenne de mai 2023, qui va être transposée en France d'ici l'automne 2025, avec à la clé des enjeux très importants pour les entreprises auxquels elles doivent se préparer sans tarder. S'agissant maintenant de vos recommandations de lecture, Laurent ? J'aurais 2 recommandations. Tout d'abord, dans le contexte géopolitique actuel, un article sur les droits de douane publié sur la page KPMG dédiée, à savoir Financial Reporting in Uncertain Times Digital Hub, et l'édition 2025 de nos guides relatifs aux états financiers intermédiaires, à savoir les Illustrative Disclosure et la Disclosure Checklist, très utiles pour préparer l'arrêté IFRS du 30 juin prochain. Des publications accessibles respectivement sur la page de KPMG International et sur kpmg.fr. Un grand merci à vous, Laurent. Ce journal est maintenant terminé. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous retrouve dans un instant avec notre invité. Vol de données, rançongiciel, blocage de l'activité, atteinte à la réputation, etc. La cybersécurité est depuis plusieurs années un enjeu majeur pour les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. A fortiori dans le contexte géopolitique troublé que nous connaissons depuis la guerre en Ukraine et qui a encore évolué il y a quelques semaines après le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Pour répondre à ces cybermenaces, l'Europe s'est dotée en 2022 de 3 réglementations structurantes. NIS 2, DORA et REC, destinées à rehausser la sécurité informatique des entreprises européennes et des États de l'Union. 3 réglementations que la France est en train de transposer. Aujourd'hui, le numérique est devenu, et là je cite le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est devenu un espace d'affrontement entre États qui se traduit par une recrudescence de cyberattaques dont sont victimes des organisations privées et publiques, avec une nouvelle composante à considérer, l'intelligence artificielle. Autant de raisons pour évoquer une nouvelle fois sur ces ondes la question de la cybersécurité. Et j'aurai le plaisir de le faire avec Vincent Marais, associé au sein de KPMG et responsable des offres cybersécurité et protection des données personnelles et invité fidèle de Radio KPMG. Bonjour Vincent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
Nous vous avons convié fréquemment à ce micro pour parler de cybersécurité, la dernière fois en septembre 2022. Vous nous disiez, je vous cite, que nous étions entrés dans une ère où l'on a appris que des crises cyber pouvaient survenir à tout instant et qu'il fallait alors se mobiliser pour les gérer. Un peu plus de 2 ans après, quel est votre diagnostic, Vincent, de la cybersécurité en France? Eh bien, la cybersécurité est plus que jamais vue comme un sujet majeur dans toutes les études et dont notamment le KPMG SIA Outlook, études qui sondent les décideurs. L'écosystème a gagné en maturité. On a des régulateurs reconnus, dont l'ANSSI. On a des réglementations, la LPM, la NIS B1, RGPD, DORA, la NIS B2, l'IA Act, le CRA. On a des organisations professionnelles comme le CESIN, qui est le club des RSSI, des responsables cybersécurité. On a des normes comme l'ISO 27001. On a des fournisseurs de solutions, on a des instances d'échange d'informations par secteur, ce qu'on appelle des ISAC. Et dans les entreprises, on a des directeurs cyber ou CISO ou RSSI, quel que soit le terme, mais des fonctions bien définies qui ont des équipes qui collaborent avec les autres fonctions, le DSI, le digital, l'audit interne, le juridique, les métiers, et qui dialoguent avec les COMEX et avec les conseils d'administration. Et pourtant, le risque cyber reste élevé. Et encore très souvent, il est placé en haut à droite sur les cartographies des risques d'entreprise. Car si les responsables cybersécurité améliorent la posture cybersécurité, eh bien, la menace évolue elle aussi et on a des attaquants très professionnalisés, puissants, qui constituent aujourd'hui, d'ailleurs en miroir, un véritable écosystème malveillant. Et puis, on a aussi des nouveaux cas d'usage et des nouvelles technologies dans lesquelles les attaquants trouvent rapidement des failles. Justement, en parlant de menaces, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a publié il y a quelques jours son panorama de la cybermenace, un panorama qui revient chaque année sur les grandes tendances de la menace informatique, ainsi que sur les incidents marquants de la période. Dans cette 4e édition qui analyse l'année 2024, l'agence estime, je cite cette agence, les attaquants liés à l'écosystème cybercriminel ou réputés liés à la Chine et à la Russie constituent les 3 principales menaces, tant pour les systèmes d'information les plus critiques que pour l'écosystème national de manière systémique. Vincent, que vous inspire ce constat et l'avez-vous observé au sein des entreprises où vous intervenez? Alors, l'ANSSI a été historiquement très prudente dans l'attribution des cyberattaques, c'est-à-dire dire qui l'a fait. Donc, il s'agit d'une évolution dans sa posture. Mais c'est un secret de polichinelle. Ces 2 pays représentent une part majeure dans l'origine des cyberattaques, avec des acteurs qui opèrent dans un spectre qui va des groupes criminels à des services étatiques et qui sont motivés par l'appât du gain, bien sûr, mais aussi la collecte de renseignements ou même l'influence. Et il n'est pas rare, quand on observe les agissements d'attaquants, lorsque l'attaque est en cours, de constater qu'ils opèrent manifestement depuis un fuseau horaire qui est situé 2 heures avant l'heure de Paris. Donc, vous regardez sur une carte, vous voyez rapidement ce que ça peut évoquer. Mais de toute façon, ces groupes sont aujourd'hui très surveillés par des organisations publiques ou privées qui suivent à la trace leurs agissements ainsi que leur mode opératoire. Les entreprises, en particulier les PME et les services publics, continuent donc d'être victimes de cyberattaques. Il semble toutefois que les hôpitaux étaient moins ciblés l'an passé par les cybercriminels qu'au cours des années précédentes. Comment l'expliquez-vous? Je ne pense pas qu'il faille voir des scrupules soudains des cybercriminels. C'est des gens qui travaillent vite, travailler entre guillemets bien sûr. Ils visent le gain le plus facile et le plus immédiat. Donc, ils ne s'attardent pas sur une cible qui résiste un peu. Il passe à la suivante. Il y a eu depuis plusieurs années des crises majeures, hein, on se souvient de celle de l'hôpital de Rouen, qui ont bien sûr donné lieu à des prises de conscience jusqu'au plus haut niveau de l'État et des moyens ont été dégagés pour sécuriser les hôpitaux. Alors tout n'est pas parfait bien sûr, mais ça peut expliquer cette évolution. Et donc les hôpitaux doivent rester vigilants. Alors, toutes ces attaques mettent en lumière l'importance de la cybersécurité. En tant qu'expert, est-ce que les bonnes pratiques contribuant à une hygiène informatique ont évolué au cours des dernières années, en particulier sous les effets de l'intelligence artificielle ou des nouvelles cybermenaces dont on a parlé il y a un instant? Oui, en effet, on parle beaucoup de l'utilisation de l'IA pour aider les cyberdéfenseurs, mais en miroir, il y a le risque que les attaquants se servent de l'IA pour être encore plus rapides, efficaces et dévastateurs. À date, on a des outils qui incluent de l'IA pour améliorer, par exemple, la détection des attaques, mais on n'a pas encore de cas avérés de cyberattaques où on est sûr qu'elles ont été menées par des IA, malgré des annonces
parfois un peu sensationnalistes dans la presse. Mais bon, les choses vont sans doute évoluer dans les années à venir parce que il y aura des progrès, c'est sûr, dans les capacités de ces technologies d'IA. On constate déjà l'utilisation de deepfakes, c'est-à-dire de textes, images, vidéos, de sons générés par des IA pour, par exemple, réaliser des fraudes au président. Donc, les responsables cybersécurité, ils doivent surveiller ces sujets et se préparer, mais sans se laisser distraire par rapport à l'enjeu de base qu'est l'hygiène cybersécurité. Pour l'instant, le gros de la menace, il reste sur des techniques d'attaque traditionnelles et il ne faut pas baisser la garde. Alors, en vous posant cette question, je pensais notamment à la publication que KPMG International a publiée, a fait paraître il y a quelques jours et qui s'appelle, et là en bon français, Cybersecurity Consideration 2025. Et si on continue de feuilleter cette publication de KPMG, on voit qu'elle explore 8 axes de réflexion autour de la cybersécurité en 2025, à savoir le rôle du CISO, la gestion des talents, l'intelligence artificielle vue à la fois comme un risque et aussi une solution, la rationalisation des outils cyber, la gestion des identités, les objets intelligents et enfin la résilience. Alors, en quoi ces 8 axes, pris un par un, Vincent, peuvent contribuer à renforcer la cybersécurité au sein d'une organisation? Bien, le rôle et le positionnement des CISO a évolué depuis quelques années. Il s'agit aujourd'hui de postes, notamment dans les grands groupes, avec des moyens et des responsabilités importantes et qui sont en lien avec les plus hautes fonctions dans l'entreprise. La gestion des talents, elle est vitale parce que la cyber, c'est un écosystème qui souffre encore et toujours d'une pénurie de talents, d'expertise. L'IA, j'ai déjà parlé de l'IA comme une solution, mais les CISO doivent aussi s'emparer du sujet de la protection des IA contre des attaques visant à exploiter leurs caractéristiques propres et leurs faiblesses propres, dues par exemple aux algorithmes d'apprentissage. Et ça, c'est un domaine qui est en pleine évolution et en plus, les CISO, ils doivent absolument coopérer avec les data scientists qui développent les IA parce qu'évidemment, ils ne maîtrisent pas, et c'est normal, les sous-jacents technologiques. Le besoin de rationalisation des outils cyber, il vient de l'inflation qui a été constatée depuis 10 ans, parce qu'il n'est pas rare dans un grand groupe d'avoir plusieurs dizaines d'outils cyber qui sont utilisés et avec des doutes sur leur efficacité et sur l'efficience. La gestion des identités, c'est un sujet qui reste majeur parce qu'aujourd'hui, il faut gérer les identités des collaborateurs, mais aussi des partenaires, des fournisseurs, des clients, des objets connectés et puis demain des agents d'IA, de l'IA agentique. Les objets connectés, justement, ils doivent être sécurisés contre des menaces qui portent à la fois sur le monde numérique et sur le monde physique. Et que ce soit un objet qui soit conçu, produit, vendu par l'entreprise ou utilisé par l'entreprise. Et puis enfin, la résilience, elle reste un enjeu majeur parce qu'on est dans une époque troublée. Et aujourd'hui, tout le monde réalise que même des services hébergés dans le cloud, un jour, pourraient s'arrêter pour des raisons diverses et variées. Effectivement, on voit bien à quoi vous faites référence, malheureusement. Alors, justement, l'Union européenne a l'ambition et a eu l'ambition, déjà il y a quelque temps, de rehausser le niveau de sécurité au sein de l'Union et à cet effet a adopté en 2022 3 textes clés. La directive dite REC sur la résilience des entités critiques, le règlement DORA pour Digital Operational Resilience Act, qui encadre plus rigoureusement l'emploi des technologies numériques dans le secteur financier, et enfin la directive Network and Information System Security dans sa version 2, qui s'appuie sur les acquis de la directive NIS 1 et qui a pour objectif de mettre en place un niveau élevé de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors, ces 3 textes, la France est en train de les transposer via un projet de loi qui s'appelle Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité. Vincent, quels seront rapidement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail du texte, mais les principaux apports en France de ce futur nouveau texte et à quelle échéance ? Alors, la directive REC, elle acte le passage d'une logique de protection à une approche qui est axée à la résilience vis-à-vis des risques de toute nature. Et donc, la transposition va actualiser le dispositif français actuel, le dispositif de sécurité des activités d'importance vitale, c'est le SAIV. La directive NIS V2, donc elle va apporter les 6 secteurs essentiels actuels,
dans le cadre de la NIS V1 à 18 secteurs critiques et elle va élargir en fait le périmètre de régulation à, on estime, à environ 15 000 entreprises essentielles ou importantes et près de 1 500 collectivités territoriales. Donc ça va quand même concerner beaucoup d'organisations. Et concrètement, ce qu'elle va imposer aux entreprises concernées, c'est l'adoption de mesures de cybersécurité de base, donc ce qu'on appelle l'hygiène, la notification des incidents significatifs dans des délais définis, la formation des organes de direction au risque cyber, la maîtrise du risque lié au recours à la sous-traitance, ce qui veut dire que ça aura un effet de capillarité ou de ruissellement, pour utiliser un terme dans un autre contexte. Devenu célèbre. Voilà, des exigences de cybersécurité et la réalisation d'évaluations périodiques de conformité, donc qui seront obligatoires pour les entités essentielles et volontaires pour les entités importantes. Alors, la différence entre essentielle et importante, ça dépend du secteur et de la taille, principalement. Et donc, en France, cette loi, elle devrait être publiée avant l'été et les décrets d'application, puis aussi les règles, les entreprises concernées, puis les délais d'application, hein, et ça devrait être publié à la rentrée 2025. Donc, on suivra avec attention ces publications et ces parutions. Alors, vous l'avez dit un petit peu, il semble que cette directive NIS version 2, NIS 2, assigne un rôle essentiel aux dirigeants dans la mise en œuvre des obligations. Est-ce à dire que la gouvernance de l'entreprise va devoir beaucoup plus s'impliquer qu'aujourd'hui dans la cybersécurité? Oui, vous avez raison, la NIS 2 assigne explicitement la responsabilité de la supervision de la cybersécurité aux organes de direction. Donc, la direction, notamment, doit approuver formellement les mesures de gestion des risques et elle doit aussi, comme je l'ai déjà dit, se former à la cybersécurité et cela est susceptible de sanctions si ce n'est pas fait. D'ailleurs, on trouve la même philosophie dans le règlement DORA. Assez logiquement. Alors, en matière de cybersécurité, il semble que toutes les organisations ne sont pas sur un pied d'égalité. Je l'ai déjà dit un petit peu au début de cette interview. Selon le panorama de l'ANSSI, dont je parlais il y a quelques instants, en 2024, 37% des victimes d'attaques de rançongiciel étaient des PME, TPE et TI, versus 34% en 2023, et 17% étaient des collectivités territoriales et locales, versus 24% en 2023 également. Qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent, Vincent ? Eh bien, les grandes entreprises ont mis des moyens très conséquents sur la table depuis quelques années en termes de budget et d'équipe. Et elles ont mis en place des processus de prévention, de détection, de réaction aux cyberattaques. Par contre, les ETI, les collectivités territoriales, les hôpitaux ont plus de difficultés à mobiliser du temps, de l'argent et de l'énergie sur le sujet. Et donc aujourd'hui, on ne voit plus de grands groupes à l'arrêt du fait d'un ransomware, comme on a pu l'observer en 2017, je crois, et 2018. Mais aujourd'hui, vous avez des PME, des ETI qui sont frappées quasiment chaque jour. Dernièrement, on a eu une fintech qui propose un outil de gestion financière à de gros établissements financiers et qui a été mis à l'arrêt par un ransomware. Et ça a eu pour un impact immédiat, évidemment, d'arrêter l'activité chez les clients qui utilisaient son logiciel. Et ça met en évidence d'ailleurs toutes les exigences de DORA et de NIS V2 sur les sous-traitants. Et puis, on voit aussi des fuites de données qui, lorsqu'elles frappent des grands groupes, en fait, sont quasiment tout le temps le fait de sous-traitants qui ont été piratés. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de souscrire une assurance pour se prémunir des dégâts, des conséquences, des dégâts collatéraux causés par une cyberattaque, étant précisé qu'on l'avait dit à plusieurs reprises sur ces ondes, que payer la rançon n'est jamais une solution recommandée? Ça peut être une bonne idée pour prendre en charge notamment les coûts liés à la gestion de l'incident, à la reprise d'activité, mais ça ne remplace pas des mesures de protection solides, hygiène. Et puis, il est à noter que la NIS V2, la directive NIS V2 n'impose pas de recours à une assurance cyber. C'est bien noté. Alors, en tant qu'expert de la cybersécurité, quels conseils pratiques, quels messages clés, au-delà de ce que vous venez de dire, pourriez-vous prodiguer aux entreprises et à leurs dirigeants qui nous écoutent et qui voudraient améliorer encore leur hygiène informatique? Je dirais trois éléments qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est de prendre en compte l'efficience des dispositifs de sécurité au-delà de leur efficacité. Le but, c'est de pas s'épuiser, de ne pas épuiser l'organisation dans la mise en œuvre de mesures de sécurité qui sont lourdes et en fin de compte peu utiles. Deuxième élément, c'est de
de prendre en compte dans les analyses de risque, dans les feuilles de route cybersécurité, les nouveaux risques liés à l'IA, aux objets connectés. On a des technologies émergentes qui arrivent très rapidement en production dans les entreprises et il faut pouvoir maîtriser le déploiement pour en tirer toute la valeur. Et puis le dernier point, c'est réfléchir comment la cybersécurité peut apporter de la confiance aux parties prenantes, donc les métiers, mais aussi les clients, B2B, mais aussi B2C. La priorité, bien sûr, c'est de protéger l'entreprise, mais c'est un axe qui peut être créateur de valeur. Donc un côté positif aussi de la cybersécurité. Vincent Marais, un grand merci pour votre éclairage. Et pour aller plus loin sur ce thème essentiel de la cybersécurité, nous vous recommandons vivement une lecture attentive de la publication KPMG que j'ai citée tout à l'heure, Cybersécurité Consideration en 2025, que vous retrouverez dans l'application Radio KPMG ou sur notre site kpmg.fr. De plus, nos équipes, emmenées par Vincent Marais de KPMG, sont à votre disposition pour vous accompagner dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Cette émission est maintenant terminée. Prochain rendez-vous des matinales de KPMG, le mardi 29 avril 2025. Très bonne journée à toutes et à tous. Les matinales de KPMG.